En janvier de l'année 2018, dans le petit village carpatique de Jablonitsia, situé sur le versant d'une des crêtes des monts Tchernogora, s'est déroulée une histoire mystérieuse qui fait encore l'objet de discussions tant parmi les habitants que dans les cercles d'amateurs d'inexpliqués. Le touriste français Julien Baudin, un ingénieur lyonnais de 28 ans, est venu en Ukraine pour passer des vacances d'hiver dans les Carpates. Il avait prévu de faire du ski, de la randonnée et de visiter les attractions locales. Julien a loué un petit chalet en bois à la périphérie d'un village entouré de denses forêts d'épicéas et de sommets enneigés. Ses voisins se souviennent qu'il était amical et qu'il posait souvent des questions sur les sentiers locaux, les légendes et les lieux de pouvoir. Il s'intéressait particulièrement à la légende de la piste noire, une ancienne route forestière qui, selon les habitants, disparaît et réapparaît à volonté. Le soir du 19 janvier, Julien s'est rendu dans un restaurant local pour goûter au banoche et écouter de la musique traditionnelle Hutsul. Il y rencontre un groupe de touristes polonais. À 10 heures du soir, des caméras de surveillance l'ont enregistré en train de quitter le restaurant. Il se dirige vers son chalet, mais selon l'hôtesse du restaurant, avant de partir, Julien demande des indications sur le départ du sentier menant à la piste noire. C'est là que se termine la piste de Julien. Le matin du 20 janvier, le propriétaire du chalet découvre que Julien n'est pas rentré pour la nuit. Ses affaires n'ont pas été touchées, ses dos skis sont à l'entrée et le téléphone qu'il avait laissé en charge est sur la table. Le propriétaire a signalé sa disparition à la police locale et les recherches ont rapidement commencé. Les recherches se sont poursuivies pendant plusieurs jours. Les sauveteurs locaux ont fouillé la campagne environnante, grimpant sur des chemins gelés à l'aide de chiens et de caméras thermiques. Cependant, les fortes chutes de neige ont rendu la tâche plus difficile. Toutes les pistes étaient recouvertes de neige fraîche et la température a chuté à moins 15 degrés centigrades. Après 2 jours de recherche, les chiens ont finalement détecté une légère odeur qui partait de la lisière du village et se dirigeait vers la forêt. Cette odeur les a conduits au début de la piste noire. À cet endroit, les sauveteurs ont fait une étrange découverte. Un des gants de Julien gisait dans la neige. Des traces de pas sont visibles tout autour, mais elles s'interrompent au bout d'une dizaine de mètres. Les habitants de la région qui participaient à la recherche ont commencé à faire état de sensations étranges. Certains affirment entendre des voix lointaines les appeler par leur nom. D'autres parlent d'un malaise soudain ou de sentir le regard de quelqu'un d'autre. La piste noire n'est pas un bon endroit, répètent les anciens en regardant les jeunes chercheurs. Cependant, les sauveteurs poursuivent leur travail. Une semaine après la disparition, aux abords du village voisin de Verkhovina, à 8 km de Jablonitsa, des habitants ont trouvé une chose étrange, le gant de Julien. Il gisait au milieu d'un ruisseau gelé et ses chaussettes ont été retrouvées à proximité. C'est alors que les sauveteurs tentent à nouveau de mettre les chiens sur la piste, mais ceux-ci refusent de travailler, gémissent et reculent. Dans le même temps, des rumeurs ont commencé à émerger. Les habitants ont commencé à blâmer la forêt, disant qu'elle avait pris le touriste. On racontait que la piste noire menait à d'anciens temples où des rituels avaient été célébrés. On disait que cet endroit était maudit et que ceux qui s'y aventuraient périssaient ou disparaissaient sans laisser de traces. Au 10e jour des recherches, l'un des sauveteurs a remarqué que la neige dans une partie de la forêt semblait avoir été piétinée, mais pas par des personnes. C'est dans cette zone qu'ils ont trouvé les objets éparpillés de Julien, son sac à dos, son pull et son portefeuille. Ce qui est étrange, c'est que tous les objets étaient bien rangés, comme si quelqu'un les avait délibérément déposés dans la neige. L'endroit se trouvait à 6 km du village, sur le flanc d'une montagne où personne ne se rend en hiver. Les cynologues et les sauveteurs
ont commencé à fouiller les environs, mais Julien est resté introuvable. Chaque jour qui passe, les efforts de recherche s'amenuisent. En raison des conditions météorologiques difficiles et des chutes de neige constantes, la zone est devenue presque impraticable, rendant tout progrès lent et dangereux. La 10e nuit après la disparition de Julien, les sauveteurs locaux ont décidé de suspendre temporairement les recherches, en se concentrant sur l'analyse détaillée des données recueillies et en planifiant de nouveaux itinéraires. Entre-temps, les journalistes se sont mobilisés et l'affaire a commencé à faire parler d'elle. Les médias français décrivent au Julien comme un randonneur expérimenté, en pleine forme et aventureux. Ses amis de Lyon ont organisé une campagne de collecte de fonds pour soutenir les recherches, et les parents de Julien se sont envolés pour l'Ukraine afin de se coordonner avec la police locale. Le 23 janvier, 11 jours après la disparition, les sauveteurs et les bénévoles ont survolé la zone située au sud du village à l'aide de drones et de caméras thermiques. Rien n'a été trouvé, à l'exception d'une piste à peine visible menant à la lisière de la forêt. À cet endroit, la piste s'est à nouveau interrompue. Théoriquement, Julien aurait pu suivre cet itinéraire en direction de la vallée, mais les fortes chutes de neige avaient effacé tout signe potentiel de sa présence. Une hypothèse suggère qu'il soit tombé dans une fissure ou un creux caché, que l'on trouve souvent dans ce genre d'endroits. Cependant, un examen minutieux de ces endroits, avec du matériel d'escalade, n'a rien donné. Vers la fin du mois, une équipe d'experts français, engagée par la famille, est arrivée dans les Carpates pour analyser la situation. Selon eux, la probabilité que Julien se soit rendu à pied sur la piste noire depuis le village est faible. Il aurait pu s'égarer dans la soirée, ne connaissant pas le terrain, et choisir accidentellement le mauvais itinéraire. Les sauveteurs locaux étaient également favorables à cette version. Les chemins étroits, les pentes raides et la visibilité limitée la nuit auraient pu jouer un rôle fatal. L'équipe française a également attiré l'attention sur le manque de cartes précises de la région. Certains chemins figurant sur les cartes fournies aux sauveteurs étaient incomplets ou obsolètes, ce qui aurait pu aggraver la situation. 3 semaines plus tard, la famille de Julien a pris la décision difficile d'arrêter les recherches. La police locale conclut que le randonneur est probablement mort, mais son corps reste sous la neige. On commença à parler de la possibilité de le retrouver au printemps, lorsque la neige commencerait à fondre et que la nature dévoilerait à nouveau les itinéraires difficiles. Les habitants de la région participant aux recherches n'excluaient pas non plus la possibilité que Julien se soit perdu, qu'il soit parti vers les vallées et qu'il ait les gelées. À plusieurs reprises, des villages voisins ont signalé la découverte d'objets ou d'empreintes pouvant appartenir aux touristes français, mais aucune de ces informations n'a été confirmée. En avril, il était clair que les recherches avaient échoué. Toutes les zones clés, y compris les gorges, les forêts et les crêtes, ont été minutieusement explorées. En été, après la fonte des neiges, de petits groupes de bénévoles ont à nouveau parcouru les zones précédemment étudiées. Ils espèrent y trouver au moins quelques indices, mais la nature, comme absorbée par Julien, ne donne rien. Aujourd'hui encore, l'histoire de Julien Boden reste l'un des nombreux mystères des Carpates. Il est devenu l'un de ces touristes dont les disparitions sont entourées de questions, mais restent sans réponse. La famille est retournée plusieurs fois dans la région pour garder le contact avec les autorités locales, mais au fil des ans, elle n'a jamais reçu d'informations nouvelles. En août 1999, le célèbre alpiniste polonais Marek Zalewski, un ingénieur civil de 36 ans originaire de Cracovie, s'est rendu dans les Carpates pour faire l'ascension du Hoverla,
le plus haut sommet d'Ukraine. Son objectif était d'emprunter un itinéraire difficile à travers la chaîne de Tchernogorsk pour finir par l'ascension de Petros, un autre sommet de la région. Marek était un alpiniste expérimenté, ayant à son actif des dizaines d'ascensions réussies dans les Alpes et les Tatras, et il estimait que les Carpates constitueraient un défi intéressant en raison de leur beauté sauvage et de leurs itinéraires peu explorés. Marek est arrivé dans le village de Lazeshchina au début du mois d'août. C'était sa 3e visite dans les Carpates, et les habitants se souviennent qu'il prenait toujours ses préparatifs au sérieux. Il vérifiait son équipement, étudiait les conditions météorologiques et affinait ses itinéraires. Cette fois-ci, il avait prévu de passer 4 jours dans les montagnes, en solitaire. Son itinéraire a été enregistré auprès de l'Office du tourisme. Il allait escalader Overla, passer par la crête de Tchernogorsky et descendre jusqu'au village de Bogdan. Le 7 août, Marek se met en route vers Overla tôt le matin. En chemin, il rencontre un groupe de touristes de la République tchèque. 4 personnes, 2 hommes et 2 femmes. Ils se sont avérés sympathiques et, comme Marek, allaient grimper jusqu'au sommet, puis marcher le long de la crête monténégrine jusqu'à Popa-Ivan. Ils se sont mis à parler. Les Tchèques Monpolsio ont appris que Marek était un alpiniste expérimenté et l'ont invité à se joindre à leur groupe pour marcher ensemble. Bien que Marek préfère habituellement les randonnées en solitaire, il a accepté. Il trouvait la compagnie agréable et le fait d'avoir des compagnons ajoutait à la sécurité. En milieu d'après-midi, ils ont atteint le sommet de l'Overla où ils ont fait une courte pause. Marek a photographié le paysage avec son appareil photo, tandis que les autres membres de la compagnie regardaient sur la carte et discutaient de la suite de l'itinéraire. Ils ont ensuite commencé à descendre jusqu'à l'intersection des sentiers menant au lac Nessamovit, où ils ont prévu de passer la nuit. Alors qu'ils approchaient donc de la partie boisée du sentier vers le soir, Marek déclara soudain qu'il avait besoin de s'éloigner un peu. Il leur demanda d'attendre, laissa son sac à dos derrière lui et se dirigea vers les fourrés denses, probablement pour trouver un endroit approprié pour un court repos. Le groupe attendit 10 puis 15 minutes, mais Marek ne revint pas. L'un des randonneurs, Pavel, l'a appelé par son nom, mais il n'a pas répondu. Ils ont d'abord pensé que Marek avait peut-être été retardé ou qu'il voulait simplement prendre un autre chemin pour rentrer au camp. Mais une demi-heure plus tard, ils ont commencé à s'inquiéter. 2 membres du groupe sont partis dans la direction où Marek s'était dirigé pour le retrouver, mais ils se sont rapidement heurtés à une pente abrupte couverte de buissons et de rochers. Ils crient, mais aucun son ni aucune trace de l'alpiniste ne sont retrouvés. À la nuit tombée, le groupe décide de rentrer au camp et de poursuivre les recherches le lendemain matin. Le lendemain matin, les randonneurs ont commencé à chercher Marek le long du sentier. À mi-chemin du sommet, ils tombent sur ses lunettes de ski. Elles étaient bannies et posées sur un gros rocher, comme si quelqu'un les avait soigneusement déposées là. Il n'y avait pas d'autres traces à proximité, pas d'affaires ni d'empreintes de pas. Cette découverte a semé le trouble. Les lunettes étaient un élément important de l'équipement de Marek, et le groupe ne comprenait pas pourquoi il les avait laissées dans un tel endroit. Ce qui est encore plus étrange, c'est que les lunettes gisent assez loin de l'endroit où ils l'ont vu pour la dernière fois. Les Tchèques ont décidé de retourner à Lazeshchina et de signaler l'incident au service de secours local. Le lendemain, les sauveteurs ont entamé une opération de recherche. Ils ont soigneusement inspecté la section de la route allant de Overla à l'endroit où les lunettes ont été trouvées. À l'aide de chiens et de guides locaux, les équipes de recherche ont exploré les gorges, les sentiers et les forêts avoisinantes. Cependant, aucune nouvelle trace n'a été trouvée. Après une semaine de recherche, l'opération a été suspendue. Le seul indice était les lunettes de Marek,
mais elle ne répondait pas à la question de savoir ce qui lui était arrivé. En théorie, il aurait pu continuer à longer la crête ou tenter de descendre dans la vallée, mais l'absence de traces et les itinéraires très improbables rendent cette version douteuse. L'histoire de la disparition de Marek Zalewski laisse de nombreuses questions. Pourquoi a-t-il laissé son groupe derrière lui? Pourquoi les lunettes se sont-elles retrouvées dans un endroit aussi étrange? Et surtout, que s'est-il passé au moment où il a quitté ses camarades? Les opérations de sauvetage ont duré près de 2 semaines, mais la nature des Carpates était restée indifférente. Des groupes de sauveteurs, des bénévoles et même des habitants de la région ont passé au peigne fin tous les itinéraires possibles, les gorges, les clairières et les zones forestières. Chaque jour, on espère trouver le moindre indice, des traces de pas, des lambeaux de vêtements ou des effets personnels de Marek. Mais tous les efforts sont restés vains. Les sauveteurs utilisent des chiens, étudient les cartes de la région, font appel à des guides locaux qui connaissent les moindres recoins des montagnes. Ils ont vérifié les parties les plus dangereuses des itinéraires, les zones d'éboulement, ainsi que les vallées des rivières, dans l'espoir que le ruisseau ait pu transporter son corps. Un hélicoptère appelé depuis la ville voisine d'Ivano-Frankivsk a examiné la zone depuis les airs, mais aucun mouvement ou objet inhabituel n'a été observé. Le 25 août, l'opération de recherche est officiellement terminée. La décision a été difficile à prendre, surtout pour la famille de Marek, qui a fait le voyage depuis la Pologne pour soutenir les recherches. Sa femme Magda a cru jusqu'au bout que Marek avait peut-être trouvé un moyen de survivre. Elle a rappelé aux sauveteurs son endurance, son expérience et sa capacité à survivre dans des conditions extrêmes. Cependant, l'absence de nouvelles traces ou découvertes a conduit les autorités à le déclarer disparu. En octobre 2000, Andriy Korol, un randonneur ukrainien de 32 ans, s'est rendu dans les Carpates pour explorer les sentiers d'automne autour du massif de Svidovets. Andriy était un randonneur expérimenté. Il connaissait bien les sentiers de montagne, organisait souvent des randonnées pour ses amis et s'était rendu à de nombreuses reprises dans les Carpates. Cependant, cette fois-ci, il a décidé de partir seul pour profiter du silence et du paysage. Avant le départ, il a séjourné dans le village de Yassinia, où il a dit à des connaissances locales qu'il prévoyait d'escalader le Dragobrat, puis de marcher à travers le massif jusqu'à Bliznitsa et de redescendre. Andreï était bien préparé. Il avait une tente, de la nourriture, des vêtements chauds et une carte détaillée de la région. Son itinéraire est prévu pour 3 jours, au terme desquels il retournera à Yassinia. Le matin du 15 octobre, André se met en route. Il a été vu pour la dernière fois par des bergers qui conduisaient des moutons près du pied de Dragobrat. Ils ont dit qu'il avait l'air confiant, qu'il avait dit un bonjour amical et qu'il avait continué à avancer sur le sentier. Ensuite, ses traces ont disparu. Andriy Korol n'étant pas revenu à l'heure prévue, sa famille a tiré la sonnette d'alarme. Sa sœur Oksana a contacté le service de secours local de Rakiv, qui a immédiatement organisé une opération de recherche. Compte tenu de l'expérience d'Andriy dans les montagnes, les espoirs de le retrouver vivant étaient assez élevés, même si la détérioration du temps ajoutait aux craintes. Le matin du 18 octobre, les premiers groupes commencent à arpenter l'itinéraire prévu par Andreï. Les forêts autour de Bliznitsa sont recouvertes d'une épaisse couche de feuilles mortes et les pentes sont par endroits glissantes en raison des pluiades récentes. La visibilité étant limitée, chaque zone a été explorée avec beaucoup de soin. À la mi-journée, dans une zone boisée au pied de Bliznitsa, les sauveteurs ont trouvé les premières de traces. La tente d'Andreï a été retrouvée sur un terrain dégagé.
à 500 mètres du sentier principal. Il est immédiatement apparu que quelque chose avait mal tourné. La tente était déchirée. Le tissu présentait de grands trous qui semblaient étranges. Des objets étaient éparpillés près de la tente. De la nourriture, un couteau de cuisine qui traînait dans l'herbe et une lampe de poche dont la batterie était déchargée. Les sauveteurs ont remarqué que le sac à dos d'Andréi était ouvert et que son contenu était renversé. La découverte la plus mystérieuse a été celle des traces autour du camp. À première vue, elles ressemblaient à des empreintes de pattes, mais en y regardant de plus près, leur forme n'était pas caractéristique des animaux vivant dans les Carpates. Les empreintes ressemblaient à quelque chose entre de longues griffes et des doigts humains. Les sauveteurs ont noté qu'il n'y avait aucun signe de lutte ou de sang à l'intérieur de la tente. L'impression qui s'en dégage est qu'Andréi a quitté le camp précipitamment. Un peu plus loin de la tente, à une vingtaine de mètres, ils ont trouvé son thermos et sa tasse près d'un rocher. Tout portait à croire qu'Andréi allait s'arrêter pour se reposer ou préparer un repas, mais quelque chose l'a poussé à interrompre le processus. À quelques mètres de cette découverte, parmi les arbustes, de nouvelles empreintes de pas ont été observées, de profondes indentations dans la terre meuble. Là encore, elles ne correspondent à aucun animal connu. Les traces s'interrompent au bord d'un petit ravin, où commence un fourré dense. Le camp d'Andréi est devenu le point de départ des recherches. Les sauveteurs se sont concentrés sur les environs immédiats, ravins, lisières de forêt et ruisseaux. Ils ont essayé de trouver d'autres indices, mais rien de significatif n'a été trouvé jusqu'au soir. Les sauveteurs ont commencé à émettre des hypothèses. Certains pensent comme qu'Andréi a pu rencontrer un animal sauvage, un ours par exemple, et qu'il s'est enfui en panique. Cependant, les étranges empreintes de pas ne cadraient même pas avec cette version. D'autres pensent qu'il s'est peut-être perdu dans le brouillard, quittant la tente pour se mettre à l'abri. Le lendemain matin, les recherches se poursuivent et de nouveaux éléments viennent de bientôt s'ajouter au mystère de l'affaire. Le 3e jour après la découverte du campement d'Andrew, le 21 octobre, l'équipe de secours a découvert de nouveaux éléments. À 2 kilomètres de la tente, près d'un ruisseau de montagne, ces affaires ont été retrouvées. Une veste, des sous-vêtements thermiques et un pantalon gisaient dans l'eau, accrochés à un rocher. À première vue, ils semblaient avoir été emportés par le torrent, mais leur disposition était étrange. Les vêtements étaient pliés négligemment, comme s'ils avaient été enlevés et laissés sur place. Les chaussures d'Andréi ont également été retrouvées à proximité. L'une d'entre elles était posée sur la rive, l'autre était partiellement immergée dans l'eau. Leur état a soulevé de nombreuses questions. La surface en cuir des chaussures présentait de profondes éraflures qui ne ressemblaient pas à une usure normale. Il n'y avait pas de blessures visibles, de sang ou d'autres marques sur leurs vêtements indiquant une agression. Il est important de noter que des traces étranges ont été retrouvées autour du ruisseau, qui ressemblent à celles observées près de la tente. Ces traces s'éloignaient le long de la rive, mais disparaissaient rapidement dans la surface rocheuse. L'endroit où les objets ont été trouvés soulève de nombreuses questions. Pourquoi Andréi s'était-il déshabillé? Avait-il tenté de traverser le cours d'eau ou était-il désorienté? Certains sauveteurs ont suggéré qu'il était peut-être blessé et qu'il essayait de se réchauffer, bien qu'une telle idée soit absurde compte tenu du froid qui régnait. Des habitants participant aux recherches ont suggéré qu'Andrew avait peut-être glissé et était tombé dans l'eau, puis que ses affaires avaient été emportées par le courant. Toutefois, l'absence de corps a jeté le doute sur cette hypothèse. Les sauveteurs ont minutieusement examiné le tronçon du ruisseau en aval, descendant dans les gorges et vérifiant chaque dépression. Les trous profonds cachés sous l'eau où le corps aurait pu se loger ont été examinés, mais rien n'a été trouvé.
Les recherches se sont poursuivies pendant une semaine, couvrant des zones de plus en plus éloignées. Les sauveteurs ont élargi le rayon de recherche à l'aide de chiens et d'hélicoptères. Les sommets voisins, les ravins et les formations karstiques cachées connues dans la région ont été étudiés. Cependant, aucune nouvelle trace de pas ni aucun objet n'ont été trouvés. Les conditions météorologiques ont ajouté aux difficultés. Les nuits étaient de plus en plus froides et les brouillards qui s'abattaient sur les crêtes limitèrent la visibilité. À la fin du mois d'octobre, les sauveteurs ont pris une décision difficile: suspendre les recherches actives et attendre le printemps, lorsque la neige fondrait et qu'il y aurait une chance de retrouver le corps. L'histoire de la disparition d'Andrei Korol a donné lieu à de nombreuses théories. L'une des premières théories était celle d'une attaque d'ours. Cependant, l'absence de signes de lutte, de sang ou de blessures sur ses vêtements met en doute cette théorie. Les étranges empreintes de pas trouvées près de la tente et du ruisseau ne correspondaient pas non plus à des pattes d'animaux connus. Certains sauveteurs pensent que le Kandrou a pu être désorienté à la suite d'un traumatisme ou d'une dégradation soudaine de son état de santé. Cela pourrait expliquer pourquoi il s'est déshabillé, mais ne répond pas à la question de savoir pourquoi son corps n'a jamais été retrouvé. Selon certaines hypothèses, Andrei aurait rencontré des bûcherons ou des braconniers illégaux qui l'auraient effrayé, voire blessé. Cependant, aucune preuve de cette version n'a été trouvée. Dans les Carpates, il existe de nombreuses crevasses, grottes et ravins profonds, dans lesquels on peut tomber sans laisser de traces visibles. Andrei aurait pu tomber dans un tel piège, et le temps automnal et les fortes pluies auraient bien pu cacher les traces de son séjour. Avec l'arrivée de l'hiver, l'espoir d'une résolution rapide de ce mystère s'est évanoui. La famille d'Andrew, malgré son chagrin, a organisé une soirée commémorative au cours de laquelle ses amis se sont souvenus de lui comme d'un homme courageux, gentil et enthousiaste. Au printemps de l'année 2001, lorsque la neige a commencé à fondre, les recherches ont repris. Les sauveteurs ont à nouveau inspecté les endroits où la tente et les vêtements avaient été trouvés. La nature, elle, est restée un peu muette. Ni le corps, ni de nouvelles traces d'Andrei n'ont été retrouvées.